C'est l'histoire d'une femme. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. La chambre du fond. La déception perle entre ses cuisses, coule le long de ses jambes. Elle avait pourtant mal au sein depuis quelques jours. Elle y croyait. Ils ont fait l'amour au bon moment, elle en est sûre. Elle regarde à nouveau sa courbe de température. Ça pleure tout rouge dans sa culotte. C'est pas compliqué pourtant d'avoir un enfant. Tout le monde y arrive. Pourquoi pas eux ? Son corps se vide. Sa serviette hygiénique absorbe tous ses espoirs. Elle baigne dans sa désillusion. Son mari pose les mains sur sa nuque. Ça marchera le mois prochain. Voilà bientôt 2 ans qu'il lui répète ces mêmes mots. Ça marchera le mois prochain. C'est pas son corps à lui qui fabrique un nid douillet pour leur bébé, qui se prépare à l'accueillir et qui doit tout détruire parce que rien ne se passe, qui construit et qui casse, qui y croit et qui en chiale 12 fois par an. Sa colère tape dans ses reins. Elle avale un cachet, ça calme le ventre, mais pas l'injustice. Ils ont acheté cette grande maison. Ils voulaient plusieurs chambres pour pouvoir les remplir. Il y avait un papier peint vert tendre avec des animaux mignons sur celle du fond. Ça les avait attendris pendant la visite. Il avait glissé les mains sur son ventre, comme si elle était déjà enceinte. Elle n'ose même plus y aller dans cette chambre. On dirait celle d'un enfant mort, celle d'un rêve qui ne respire plus. Elle laisse les volets clos pour ne pas voir la frise de chatons sur le mur qui l'interrogent avec leurs grands yeux pastels, qui ne comprennent pas que son ventre et la pièce restent vides. C'est sa tristesse qui s'y loge, qui dort à l'endroit où ils imaginaient si bien le petit lit à barreaux. Ça marchera le mois prochain. Il n'y a que lui pour y croire encore. Ne t'en fais pas, ça marchera le mois prochain. Pourquoi leur amour n'arrive pas à fabriquer un enfant ? Elle et lui, ça fait comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas, ça n'adhère pas. Il doit y avoir un problème. Il ne faut pas y penser, laisser la magie opérer, ça prend du temps parfois. Mais comment ne pas y penser ? Quand ils font l'amour, qu'elle ferme les yeux, qu'elle crie et que ça le fait jouir, elle imagine les spermatozoïdes qui s'élancent. Elle les sent onduler, nager. Elle aimerait les aider. Elle surélève un peu son bassin, espère leur offrir un toboggan jusqu'à la vie. Parfois même, elle les encourage. À voix basse, dans sa tête, elle leur parle. Allez, allez, allez. C'est peut-être ça qui bloque tout. Elle a trop envie que ça marche pour que ça marche. Ça doit intimider leur bébé de se sentir tant attendu. L'apparition. C'est le chien qui aboie ? Je ne vois pas qui viendrait traîner ici à cette heure. Sans doute un renard ou un sanglier. On frappe à la porte. Une ombre apparaît derrière la vitre. Un corps esquissé dans le noir, juste un peu plus sombre que la nuit. Le mari ouvre. Un homme entre. La silhouette a maintenant un visage. Mais ni sa femme, ni lui ne reconnaissent la bouche, le nez, les yeux ou les cheveux de ce type surgis de nulle part. Si au moins il parlait. Non. Il reste là, sonné, à dévisager la femme, à attendre que ce soit elle qui dise quelque chose. Vous avez besoin d'aide ? Vous cherchez quelqu'un ? L'homme ne répond pas, ne bouge pas. Le mari se rassoit, fait signe à sa femme de faire de même. Où sont les mots, sont les mots, sont les mots,
sont les mots. Vous avez faim ? L'homme reste debout. Ses yeux ne se détachent pas d'elle. Elle regarde ailleurs, finit sa soupe, fait comme s'il n'était plus là. Mais elle sent qu'il se cramponne à elle, sans s'approcher, sans la toucher, juste en la scrutant, avec trop d'intensité. Mais qu'est-ce qu'il lui veut ? Son mari se racle la gorge, comme quand on veut réveiller le silence. Si vous n'avez rien à nous dire, je vous demande de partir, cher monsieur. L'homme n'entend pas. En dehors de la femme, rien ne semble l'intéresser. Il est aimanté par elle, ne cligne plus des yeux de peur de la perdre. Voilà qu'il sort les mains de ses poches et les tend en direction de la femme. Comme c'est étrange. Ses pommes sont couvertes d'une peinture violette. Le même violet que la robe de la femme. Exactement la même teinte. Je sais pas comment, un violet comme ça qui tire vers le bleu. J'ai encore de toi plein les mains. Ça fait des années que j'attends ce moment, que j'imagine te retrouver. La femme essaie de comprendre, fouille dans sa mémoire, mais rien chez lui ne lui rappelle quoi que ce soit. Des histoires avant son mari, elle en a eu, bien sûr. Comme tout le monde. Peut-être un peu plus que tout le monde, parce qu'elle a la chance de plaire aux garçons, mais bon quand même. Elle se souvient de chacun, et ce type, planté face à elle, avec ses mains violettes, ne ressemble à aucun d'eux. Je suis désolée, monsieur, mais vous faites erreur. Nous ne nous connaissons pas. La femme que vous cherchez a peut-être la même robe que moi, mais jamais vos mains ne m'ont touchée, j'en suis sûre. L'homme ne réagit pas. Reste immobile au milieu de leur cuisine, les doigts ouverts, les pommes tachées. Le mari l'accompagne jusqu'à l'évier, ouvre le robinet et l'aide à se laver les mains, comme on le ferait avec un jeune enfant. Mais il n'y a rien à faire, le violet ne part pas. Le souvenir est incrusté. Pauvre homme, ma femme vous dit qu'elle ne vous connaît pas. Vous voulez qu'on vous raccompagne ? Vous avez un endroit où aller ? Le mari a beau lui parler, il ne l'entend pas, il est captivé par la femme. Il raconte combien ça a été dur pour lui de partir faire ses études dans une autre ville, de se retrouver si loin d'elle, de ne plus avoir de nouvelles. Je suis si émue de t'avoir enfin retrouvé. La femme se cache derrière son mari, elle n'est pas trouillarde, mais ce que projette cet homme commence à l'angoisser. Son amour d'enfance, elle saurait encore le dessiner. Elle se rappelle précisément ses traits, ses cheveux bouclés. Il a forcément vieilli, changé, mais pas au point d'être devenu cet étranger aux mains violettes. Non, elle est formelle, ce n'est pas lui. Monsieur, je vous demande de partir. Il n'y a rien à faire. L'inconnu ne bouge pas, ne les entend pas. Il est sourd. Et si j'enlevais ma robe ? C'est le violet qui le captive autant. Peut-être qu'il comprendrait que je ne suis pas son grand amour si je me déshabillais. Vite, aide-moi à changer de vêtements. Son mari descend la fermeture éclair de la robe. Le tissu violet coule le long de ses jambes et forme comme une flaque autour d'elle, sur le carrelage. La femme est presque nue, mais l'homme ne regarde ni ses seins, ni son ventre, ni la courbe de ses fesses. Il s'accroupit pour caresser l'étoffe, ses mains s'enfouissent dans le violet. On dirait qu'il ne remarque pas qu'il n'y a plus de corps sous le tissu qu'il caresse, que la femme s'en est échappée. La robe fait diversion. Pendant qu'il serre contre lui son souvenir évidé, la femme enfile un long manteau noir. Il y a de la place dans la chambre du fond. Mais ça embête la femme d'imaginer cet inconnu ronfler dans la pièce du bébé. Le mari finit pourtant par installer un grand matelas sous la frise de chaton. On n'a pas le choix, c'est juste pour une nuit, juste parce qu'il fait trop froid dehors. Demain, on trouvera une solution pour le faire partir. Je te le promets.
La femme se fâche. On aurait pu le faire dormir sur le canapé. C'est l'histoire d'une femme et de 2 hommes. L'abandon. L'homme est matinal. Quand elle arrive dans la cuisine, les cheveux encore emmêlés par la nuit, il est déjà là, impassible, assis au bout de la table. Elle ne sait pas si elle doit lui parler comme elle le ferait avec n'importe qui. Elle a bien conscience qu'il ne l'écoute pas vraiment, qu'il est dans son monde. Elle lui propose quand même un café. C'est la moindre des politesses. Mais il ne répond pas. Il promène ses yeux sur elle. Ça gomme tout le reste. Il ne remarque même pas le mari qui s'assoit à l'autre bout de la table, juste en face de lui pourtant. « Vous avez bien dormi ?» L'homme admire la femme que le matin est clair. La lumière entre par la fenêtre et vient dessiner un cadre tout autour d'elle. Le soleil la met en valeur, la surligne, semble lui porter autant d'attention que cet inconnu. Ce type qui reluque sa femme, qui la regarde comme une comédienne dans un halo de lumière, ça commence à le rendre nerveux. D'un geste sec, le mari décale la chaise de sa femme, la sort de scène, la replonge dans l'ombre. Le regard de l'homme la suit. Il n'a pas besoin que le matin somnubile sur elle pour être captivé par sa grâce. Le mari s'agite. « Connaissez-vous votre adresse ? J'ai du temps aujourd'hui, je vais vous raccompagner. » Aucune réponse. C'est pas grave. Il le prend par le bras, l'aide à se lever et l'installe dans sa voiture. L'homme ne se débat pas, ne résiste pas. Il se laisse attacher sur le siège passager sans rien dire. La femme le couvre avec la robe violette. Elle la lui donne, qu'il l'emporte. De toute façon, elle ne supporte plus cette couleur. Il triture le tissu entre ses doigts, les yeux perdus, pendant qu'elle monte à l'arrière. Il la retrouve dans le reflet du rétroviseur et à nouveau s'agrippe à elle. C'est bientôt fini. Son mari va le déposer au carrefour, juste à la sortie du village, sous le panneau « Toute direction ». Il y aura bien quelqu'un pour s'en occuper. Ils ont déjà été assez aimables de le laisser dormir chez eux. Le mari fait ça avec les rats qu'il capture dans ses pièges. Pour ne pas les tuer, il les relâche loin de la maison. Il raconte qu'à plus de 5 kilomètres, la bête ne retrouve pas son nid. L'église, la place du village, la grande ligne droite. Voilà, on n'a qu'à le laisser là. Le mari ouvre la portière, le détache et le tire par les bras pour le mettre debout. Allez, nous vous souhaitons de retrouver cet amour de jeunesse. Au revoir, monsieur. Ils sont un peu gênés. C'est la première fois qu'ils abandonnent un homme sur le bord de la route. Ils lui font quand même un petit geste à travers la vitre avant de démarrer. Le type ne leur répond pas. Il reste stoïque, avec dans la main la robe vide.
Il est de plus en plus petit dans le rétroviseur, un virage, et le voilà disparu. Le mari regarde sa femme en souriant. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Qu'as-tu gardé de notre amour? Qu'as-tu gardé de nous? De nous? Qu'as-tu gardé de notre amour? C'est l'histoire d'un type qui, comme les saisons, comme les règles, comme le désir, s'en va et revient, s'en va et revient. Elle sursaute. C'est pas possible, le drôle de type est là, assis à la table de la cuisine, pointé du doigt par les rayons du soleil. Elle est toute seule jusqu'en fin d'après-midi. Comment va-t-elle s'en dépêtrer? Elle panique. Et si elle faisait comme si elle ne le voyait pas? Elle remplit la cafetière, allume le gaz, attend patiemment que le café monte en regardant par la fenêtre. Elle sent les yeux du type se piquer dans son dos. Ça la gratte. Elle se frotte là où elle se sent observée pour lui dire que non, vraiment, son regard dans sa nuque, ce n'est pas agréable. Le café n'est toujours pas monté. Elle fait des allées et venues entre la gazinière et la fenêtre. La tête du type la suit. Elle entend le léger frottement de ses vêtements sur le dossier de la chaise. Elle aimerait le découper, le détourer, l'extraire de sa cuisine et reprendre le cours de sa journée. Mince, le café est en train de bouillir. Elle se serre, tremble, en renverse sur la table, va chercher une éponge, revient sans l'éponge, recommence, s'agite et s'assoit face au type, prête à soutenir son regard. Après tout, elle est chez elle. Il ne manquait plus que ça. Devant lui, sur la table, elle remarque un carnet ouvert. Et sur les pages, elle se reconnaît. Son dos, sa main triturant sa nuque, ses cheveux pas encore brossés. Elle sentait bien qu'il lui dérobait quelque chose. Elle se palpe derrière les épaules, se tapote, cherche à atteindre ses omoplates. Elle vérifie qu'il ne lui a pas volé l'envers de son corps en la dessinant. Elle boit son café. C'est trop chaud. Elle souffle un peu. L'homme la regarde comme si elle était une nature morte, un paysage, une photographie. Et c'est sans doute ce qui la met aussi mal à l'aise. Il ne cherche pas à planter ses yeux dans les siens. Il ne cherche pas à lui parler. Non. Il la scrute attentivement, essaie de saisir ses détails, ses formes, revient sur ses traits, gomme, reprend l'angle de son menton, fouille dans une petite trousse, mélange plusieurs crayons pour s'approcher de sa carnation, prend même un peu de bleu nuit pour donner de la profondeur à ses ombres, vers l'arête de son nez, au-dessus de ses paupières, dans son cou. Il fronce les sourcils. On dirait qu'il n'est pas content de lui. Son regard se focalise sur la pommette droite de la femme, s'y concentre.
Ça la gêne. Elle fait exprès de bouger, de cligner des yeux, de regarder l'horloge derrière elle, mais rien ne le perturbe. Il reprend patiemment son dessin, comme s'il avait l'intention de la croquer dans toutes les positions, de ne rien louper des instants de sa journée, de s'emparer d'elle, de ne plus jamais la laisser lui échapper. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» L'homme ne répond pas. Il est trop concentré à saisir l'inquiétude dans le regard de la femme. Elle noue ses mains devant ses clavicules. Elle craint qu'il ne puisse la voir, même à travers ses vêtements. « Je ne vous connais pas. Pourquoi êtes-vous revenu ? » Les amours indélébiles dont le souvenir déteint comme les myrtilles sur la peau, des amours qui persistent, ne laisse pas pour autant l'impression d'un enfant sur mon ventre. Je te rêve dans ma peau, une image bien au chaud, comme des calcomanies, le cœur d'un petit fruit. Oui, mais dis-moi pourquoi ton amour sur mon ventre ne veut pas s'imprimer. Oui, mais dis-moi pourquoi le souvenir sur ses mains ne veut pas s'effacer. Regarde-moi, enlace-moi, que ton amour, que ton amour indélébile malgré le temps ne parte pas, ne parte pas. La nuit. La femme regarde par la fenêtre. Je ne le vois plus. Tu penses qu'il est rentré chez lui ? Il ne faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose. Le mari s'agace un peu. Ça le perturbe qu'elle s'en soucie autant. Allez, viens te coucher contre moi, tu ne vas pas commencer à t'inquiéter pour ce cinglé. Elle retire son pull, son pantalon, ses chaussettes. Il lui enlève sa culotte et lui embrasse les fesses. Tu crois qu'il est parti pour de bon, qu'il ne reviendra pas ?
Le mari ne répond pas. C'est son corps qui parle. Il ferme les yeux, la sangle entre ses bras et vient en elle profondément. Il se colle contre sa peau, ne laisse aucun jour entre leur torse, leurs jambes, leur visage. Leurs contours coïncident, s'emboîtent. Ils ne sont plus qu'un grand corps, collés l'un à l'autre par le plaisir et la transpiration. Lorsqu'elle bouge un peu, se décale, il la suit, se décale aussi. Il ne veut aucun espace entre leur chair, aucun vide, aucun interstice dans lequel ce type pourrait venir se glisser. Il lui demande si elle est sûre de ne pas le connaître, s'il n'y a pas eu une petite idylle entre eux, si elle ne lui ment pas. Même un petit flirt ou un baiser insignifiant. Elle se vexe qu'il puisse douter d'elle et s'éloigne à l'autre extrémité du lit. Il s'excuse, lui rappelle combien il aime. « Je te jure que je ne le connais pas. Tu sais bien que j'attire toujours les barjots. Je ne sais pas ce que ce type me veut. » C'est vrai que quand il se promène en ville, elle aimante tous les paumés. Allongée sur le dos, la main sur son ventre, elle pense au bébé qu'elle aimerait tant avoir. Si les spermatozoïdes de son mari vivent 5 jours, elle calcule, ça peut peut-être le faire. Tu les attires parce que tu dégages quelque chose de réconfortant, tu ne crois pas ? Il parle des gens bizarres. Mais les pensées de sa femme sont ailleurs. Elle lui demande si elle sait que c'est l'ovule qui attire et choisit les spermatozoïdes. Elle lui raconte ce qu'elle a lu sur les signaux chimiques, sur la manière dont l'ovule sait se rendre magnétique et aspirer les prétendants jusqu'à lui. Son mari l'écoute, met lui aussi sa main sur son ventre chaud. Ça va finir par marcher. Il faut se reposer maintenant. Elle marmonne. Je voudrais attirer tes spermatozoïdes plutôt que les fous. Elle éteint la lampe de chevet. Son mari devrait lui parler, la consoler, mais il ne trouve pas les mots. Et encore moins maintenant qu'ils sont dans le noir. Il ne trouve que le sommeil. Le marché. Est-ce qu'on met la nappe ou est-ce qu'on laisse la table comme ça, brute ? La femme installe le stand, aligne avec soin les pots de confiture, les bouteilles de sirop, les sachets de tisane, ceux de champignons séchés. Elle étale leur purée de châtaigne, leur tapenade d'herbe. Dans la cour de la ferme, les paysans s'affairent, déploient de longues tables, y exposent du pain campagnard avec des croûtes épaisses, des graines et des farines foncées. D'autres rangent patiemment leurs légumes dans des paniers, des variétés anciennes, que du bio évidemment. Ils expliquent aux premiers clients déjà d'accord l'importance de respecter les sols, le rôle des insectes et celui des mauvaises herbes. Petit à petit, les gens arrivent, s'amoncellent autour des étals. Sans vraiment le faire exprès, le marché sélectionne sa clientèle. Des gamins avec de vieux prénoms souvent piqués dans la littérature, des jeunes filles aux habits colorés, aux poils revendiqués, des mères sans soutien-gorge et qui assument leurs cheveux blancs, des hommes qui portent des barbes sauvages et des paniers en osier fabriqués dans le coin. Un peu à l'écart du bruit dans la marge, elle remarque une femme avec 2 gamins, un tout bébé, un autre qui marche à peine. Ils ne doivent pas avoir une année d'écart. La maman s'assoit en tailleur, ouvre son chemisier, installe le nourrisson pour le faire téter. Le plus grand se glisse lui aussi dans ses bras et s'accroche au second sein. Leur bouche aspire vigoureusement les mamelons. De leurs petites mains, ils tapotent, pressent la poitrine pour signaler qu'ils sont là et faire couler plus vite le lait. C'est leur intimité. Il faudrait qu'elle regarde ailleurs, mais elle n'y parvient pas. Elle en veut à cette femme d'avoir les bras remplis de marmaille, les seins débordants. Elle donnerait tout pour pouvoir elle aussi tenir un petit corps contre sa peau, caresser de minuscules pieds.
Elle se fait du mal à contempler cette scène. Et en même temps, elle leur vole un peu de cette douceur. En se concentrant bien, elle parvient à s'imaginer à la place de la mère. Elle voit depuis ses yeux 2 petits crânes ronds et doux. Elle s'imagine respirer leur odeur. Elle a l'impression que c'est elle qu'ils regardent avec leurs grands yeux aimants, à qui ils adressent des sourires, entre 2 goulets. Je t'ai pris une ambrée, les autres proposent de manger un bout ensemble, tu viens ? Son mari l'entraîne par le bras. Ça la fait redevenir elle-même. Les bébés s'éloignent, elle a le sentiment qu'on les lui a volés. Elle regarde sa poitrine. Ses seins sont minuscules. Aucun relief dans son chemisier. C'est terrible. Leur voisin de stand, celui qui vend des picodons, lui demande où ils habitent exactement. Il faut prendre la petite route derrière le village, celle qui monte dans la forêt. Il y a quelques kilomètres de virage avant d'arriver sur un plateau. Notre maison est là, dans les champs, c'est le 2e chemin à gauche. Ah oui, vous êtes quand même isolé. Son mari rigole. C'est sûr qu'on n'est pas gêné par le voisinage, mais ça ne nous empêche pas d'avoir de drôles de visites. Il raconte l'histoire du type surgi de la nuit. Un petit groupe de curieux se glisse dans la conversation. Il faut faire attention, il y a parfois des gens qui rôdent, qui viennent faire du repérage avant de vous cambrioler. La femme hausse les épaules. Nous n'avons rien qui ait de la valeur. Le mari continue. On croyait s'en être débarrassé, mais pas du tout. Le lendemain, je me suis levée tôt pour aller cueillir des coings et quand je suis rentrée le soir, il était là. Non mais ça fait flipper votre histoire. Il explique que le gars a passé la journée avec sa femme, à la peindre. Tout ça sans lui adresser la parole. Mais tu n'as pas eu peur ? Il aurait pu te faire du mal ? C'est pas son genre, non, il n'est pas violent. Juste très épris d'une femme qu'il a connue par le passé. Dans ses souvenirs, elle portait la même robe que moi. Il est convaincu que je suis son ancienne amoureuse. Le brasseur rigole. Tu es certaine que c'est pas un ancien amant ? Ça peut arriver d'avoir un petit trou de mémoire. Le mari qui a un peu bu le remet à sa place. Ça ne le fait pas rire du tout. Vous trouvez ça normal de venir chez les gens, de refuser le dialogue, de passer des heures à peindre une femme qui vous assure qu'elle ne vous connaît pas, d'être mis à la porte et d'oser revenir ? Le mec est cinglé, c'est tout. La fromagère acquiesce et leur demande s'ils ont pensé à contacter l'asile. Parfois, certains pensionnaires s'échappent et se perdent. Le mari les a appelés, ça n'a rien donné. Ils n'ont jamais eu vent d'un marginal aux mains violettes. Et les flics ? Rien non plus. Personne n'a eu de souci avec lui. Personne ne le recherche. De toute façon, il n'était plus là ce matin. Cette fois-ci, il ne reviendra plus, il a dû rentrer chez lui. Et si chez lui, c'était chez vous ? Ce type, c'est peut-être une apparition, un fantôme, quelqu'un qui a vécu avant vous dans cette maison. Avez-vous bien pensé à purifier les pièces en arrivant ? Le brasseur lève les yeux au ciel, il ne croit pas à tout ça. Celle qu'il vient de traiter de sorcière continue pourtant à donner des conseils. Il faut faire brûler de la sauge blanche et surtout c'est important de mettre du gros sel un peu partout dans la maison. Ça absorbe les mauvaises ondes. Ma grand-mère conseillait aussi de lessiver les surfaces avec du vinaigre blanc. Si ça se trouve, il y a eu un drame dans cette baraque avant que vous y emménagiez. Un suicide ? Une sale histoire ? Il ne faut jamais s'installer dans un nouveau lieu sans l'avoir nettoyé de ses présences. Le mari lui dit que ça ne coûte rien d'essayer. C'est surtout pour qu'elle arrête de raconter des histoires de maisons hantées. Il n'a pas envie de se mettre à avoir peur. La charcutière les taquine. Un fantôme qui fait de la peinture, ça serait étonnant. Le concert commence. La femme se faufile entre l'ivresse des corps pour se rapprocher du groupe, pour être tout devant. Elle sait que quand elle se sent vide, la musique a le pouvoir de la remplir. Elle avale les sons, ça bat dans sa poitrine, comme un cœur trop gros. Sa tête, ses bras, ses jambes ne lui appartiennent plus. Elle bouge et clignote parmi les silhouettes. Son corps prend la lumière, les néons l'extirpent de sa nuit. La musique accélère.
Son pouls n'arrive plus à suivre celui de la fête. Elle compte plusieurs cœurs dans son ventre, pense au bébé qu'elle n'a pas. Les pulsations en trop font résonner l'absence. On rentre. C'est l'histoire d'un dessin, d'un amour imaginaire. C'est l'histoire d'un fantôme, d'un rêve entêtant. Le rouge. Elle se fait réveiller par de grosses tapes dans le ventre et dans les reins. Son mari est déjà parti aux châtaignes. Elle glisse la main dans sa culotte. Ses doigts en ressortent tout rouges. Voilà. Elle savait qu'elles allaient arriver. Elle les attendait. Elle passe sous la douche. Avec son mari, ils font attention à ne pas gaspiller trop d'eau, mais pendant ses règles, c'est impossible. Et puis, à quoi bon préserver la planète quand on n'arrive pas à avoir un enfant ? Elle oriente le jet sur ses reins, envoie du très chaud. Ça brûle ses douleurs, ça les fait s'évaporer. Ça forme de la buée sur le miroir. Elle aussi disparaît. Elle pourrait rester pendant des heures à regarder l'eau colorée glisser le long de ses jambes, à penser au vin rouge de la veille. La plomberie a mal été faite. Ça chouine dans les murs, ça digère mal la déception. Un bruit sourd dans la cuisine vient perturber les lamentations des tuyaux. La femme enfile des vêtements larges pour ne pas être serrée à la taille et descend voir. Assis sur la même chaise que la dernière fois se trouve le type aux mains violettes. Ses carnets sont posés devant lui. Il semble attendre qu'elle s'installe pour continuer à la dessiner. Il est revenu lui aussi. Ça fait trop. Elle préfère l'ignorer et aller s'étendre sur le canapé. Elle aimerait disparaître sous la couette. Elle tire dessus pour se cacher le visage. Ça fait dépasser ses pieds et ses chevilles. L'homme la suit, s'installe sur le fauteuil juste à côté d'elle et dessine sa tentative de disparition. Les plis qui trahissent sa présence suggèrent ses épaules, le vallon de sa taille, la pointe de ses hanches. Elle sent ses yeux qui la trouvent, qui la voient même à travers le duvet. Il sort ses aquarelles, cherche la couleur de sa chair, fait des mélanges. Elle a la peau très fine, presque transparente, un voile qui couvre tout juste ses veines. Il met beaucoup d'eau pour que la couleur reste translucide, qu'on voit encore le papier à travers. Avec un pinceau très fin, il va jusqu'à peindre ses grains de beauté. Elle en a des tout petits sur le mollet, un autre plus imposant sous le pied droit. Soudain, elle sent la main du type sur sa cheville. Elle n'ose pas bouger. « Tu as une tique juste là. » La femme se redresse, attrape son mollet, l'oriente vers la lumière. Il ne manquait plus que ça. Allez chercher la pince dans le tiroir et aidez-moi, il faut qu'on l'enlève. Elle a dû la choper en allant aux champignons. En général, elle vérifie toujours sa peau en rentrant des bois. La bête a déjà eu le temps de grossir, de se gorger de sang. Ça me dégoûte. Vite, il faut la retirer. Vous savez faire ? Il suffit de bien la saisir à la base et de tourner pour qu'elle se décroche. Le type regarde la bestiole de très près.
Elle sent sa respiration sur son mollet. Il approche la pince. Comme ça ? Oui, allez, enlevez-la. Il tire, la tique lâche sa chair. On dirait que vous avez réussi à la retirer tout entière. Faites voir. La bête a bien sa tête et toutes ses pattes. Elle est gonflée du temps passé à la sucer. L'homme la fait éclater entre ses ongles. Ça gicle comme quand il presse le tube de gouache pour faire sortir du rouge. La femme espère que ça ne fera pas une infection, une auréole, qu'elle ne l'a pas gardée trop longtemps. Elle s'inquiète aussi d'en avoir d'autres et commence à s'examiner un peu partout. Elle glisse ses mains dans ses cheveux, sous ses aisselles, vérifie ses plis. Si vous voulez vous rendre utile, dites-moi si je n'ai rien dans le dos ou derrière les oreilles. L'homme l'inspecte, mais ne repère aucune bestiole dans sa peau. Attends. Elle sent son souffle se rapprocher de son omoplate, ses doigts l'effleurer. Fausse alerte, excuse-moi. Je ne me souvenais plus que tu avais un grain de beauté en relief juste là. Il recommence à la prendre pour une autre. La femme remonte sa couette et tente une nouvelle fois de disparaître. Un fantôme étendu sur le canapé. Tu m'as manqué, tu sais. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Mes parents n'étaient pas d'accord. Les tiens non plus. Le type s'agenouille, plaque sa joue contre la couette. Il murmure. On n'aurait pas pu le garder. Tu m'en veux ? La femme a chaud, elle commence à avoir du mal à respirer. Elle ne comprend pas de quoi il parle, mais pour une fois qu'il se confie, elle préfère ne pas l'interrompre. Il s'adresse au drap blanc. Dessous, ça pourrait être n'importe qui. Elle sent sa main qui tâte le tissu, qui cherche quelque chose, qui s'arrête sur le plat de son ventre. On ne pouvait pas le garder. On avait 15 ans. Comment on aurait fait ? Sa peine transperce l'épaisseur du duvet. Elle sent ses doigts qui se crispent et la pince vers son nombril. J'aurais aimé t'accompagner à l'hôpital, être là. Pourquoi est-ce que tu ne m'as plus répondu ? Tu ne recevais pas mes messages, c'est ça ? Et mes lettres ? La femme édredon ne bouge pas. Il la secoue, attend qu'elle se justifie. On ne pouvait pas le garder. Tu voulais faire des études, ne pas finir comme ta mère à t'occuper des gosses et du ménage. Le type s'effondre contre son drap bâché, son corps bâché. Il se trompe de tombe. Ses larmes ne mouillent pas le bon marbre. La femme n'ose sortir de sa housse. Elle aurait dû l'interrompre, ne pas le laisser s'épancher maintenant qu'il sanglote contre elle, juste derrière les plumes. Ça lui paraît trop tard. Elle aurait pu lui dire encore une fois qu'il faisait erreur, mais qu'est-ce que ça aurait changé ? Il n'a pas envie de savoir. La vérité, il s'en balance. Après tout, elle lui a déjà dit plusieurs fois qu'elle ne le connaissait pas. Elle n'a pas envie de lui répéter qu'elle n'est pas son amour des 15 ans. Elle se dit que son silence suffit. Ce n'est pas elle. Ils ont pourtant le même chagrin, celui d'un bébé absent. Et quelque part, ça la touche. La femme se redresse, éloigne sa tête de ses épaules. Son cou paraît plus long, sa fatigue moins visible. Si je me mets comme ça, c'est bien ? Vous êtes d'accord pour me peindre ? Sa proposition rompt l'embarras et le type commence une nouvelle esquisse. Et sur ta peau j'avais
Oui, je le savais. Ce souvenir j'avais. Et je ne pouvais ce souvenir j'avais. Mais oui, je le sais. Sur ta peau, oui j'avais. La bogue. Il est tard quand le mari rentre. Il pousse la porte sans faire de bruit. Il ne voudrait pas que réveiller sa femme, surtout si elle est douloureuse. Ses doigts cherchent l'interrupteur. La cuisine s'éclaire. On dirait un musée. Des portraits de sa femme sont adossés à chacun des murs, étendus sur le sol, posés en équilibre sur le dossier des chaises. « Ah, tu es rentrée ? On t'attendait. » Sa femme lui parle depuis le salon avant de venir l'embrasser. « Ne me dis pas qu'il est revenu. C'est ressemblant, non ?» Elle pose devant l'étoile, les mains sur la taille. Une nouvelle peinture, la plus réussie. Le type apparaît dans l'embrasure. Le mari comprend qu'ils ont passé la journée ensemble. Il aimerait se mettre en colère, le chasser encore une fois. Mais ce soir, sa femme a l'air heureuse qu'on lui ait donné toute cette attention. Alors il lutte contre sa jalousie et regarde attentivement les portraits. Il est doué. Là, c'est vraiment toi. Sur celui-ci, je te reconnais moins, tu sembles égaré. C'est très beau. Pendant qu'il cueillait les fruits que personne n'aurait ramassés, cet homme faisait pareil. Il récoltait l'élégance de sa femme, les gestes, les regards dont il n'aurait pas pu profiter. Depuis la forêt, il l'imaginait abattue, triste, était certain qu'elle se tordait de douleur sur le canapé. Il s'en voulait de l'avoir laissée. Sur les peintures, il la redécouvre. Quand on vit ensemble, tout le temps, on se regarde, mais on ne se voit plus. Le type reste dans un coin, n'ose s'avancer. C'est le mari qui va jusqu'à lui. La femme s'inquiète qu'il le chasse violemment. « Vos peintures sont très belles. Par contre, ma femme ne porte pas sa robe violette, elle est en rouge aujourd'hui. Est-ce que ça vous dirait de manger une rôtie de châtaigne avec nous ?» Le type ne répond pas, mais il s'installe autour de la table, prend sa chaise habituelle. La femme renverse une partie de la récolte au centre du plateau. Le mari revient avec 3 couteaux. « Vous savez faire ? Il faut simplement les entailler comme ça pour qu'elles puissent s'ouvrir à la cuisson. Elles ne sont pas très charnues, ça doit venir de la variété. Leur lame strie les châtaignes, leur ajoute une bouche, un sourire. Celle-ci est toute plate, on la mangera quand même ?» Le mari l'inspecte. « Non, on peut l'acheter, il n'y a rien à manger. » Elle n'a pas eu assez de place pour se déployer. Ça arrive quand elles sont trop nombreuses dans la même bogue. En général, elles sont à 2. Ça leur permet de bien grossir, de se partager correctement l'espace. Quand elles se serrent à 3 ou même à 4, certaines châtaignes prennent le dessus. Les autres se ratatinent. Les mains du mari expliquent. « Regardez, là, elles étaient toutes les 3, par exemple. On peut encore les emboîter. Les 2 plus grosses n'ont pas laissé celle du milieu s'épanouir. C'est pour ça qu'elle est aussi rachitique. » La femme l'écoute attentivement. Quand il rentre à ce point dans les détails, c'est souvent pour faire passer un message. Elle écarte la 3e châtaigne,
la met dans le bac à compost. Elle voit dans les yeux de son mari que ça le rassure. Elle a bien compris que lui aussi se sentait mieux quand il n'était que 2 à la maison. C'est l'histoire d'une absence, d'un manque, d'un vide. C'est l'histoire du passé qui revient et du futur qui ne veut pas. Le miroir. La femme range les portraits. Cette fois-ci, on dirait qu'il ne viendra pas. Ça la met mal à l'aise d'être aussi nombreuse dans la maison, de se voir dans trop de miroirs. Son mari propose d'accrocher un tableau dans leur chambre. Non, écoute, je n'ai pas envie de me retrouver tous les soirs, nez à nez avec moi-même. Alors je le garde, je le mettrai au-dessus de mon bureau. La femme le lui tend et rassemble les autres toiles. Elle en fait une pile dans la grange. Elle ne comprend pas qu'il ait pu lui faire ça. Partir sans la prévenir. La vie ne cesse de la contredire. Elle veut un bébé, il n'arrive pas. Elle commence à s'habituer au type, il s'en va. Elle se demande si un écran peut être triste que la projection s'arrête. Il faisait défiler sur elle la mauvaise histoire. Mais ça lui plaisait au fond d'être devenue une œuvre d'imagination, de se faire habiller de beauté, d'incarner tout l'amour d'un homme. Elle se sent soudain invisible. Depuis des semaines, elle était 2 femmes à la fois. Il est parti avec l'une d'elles, et elle a beau faire comme si tout allait bien, elle a perdu l'habitude de n'être qu'une. Les yeux du type ne la laissaient jamais seule. Maintenant que tout est redevenu si calme et ordinaire, son désir d'enfant est un bruit de torrent. Elle n'entend que lui. Impossible de couper le son. En faisant mon portrait, tu m'as multiplié, mais aujourd'hui t'es parti. Je n'aurai plus jamais autant de visages et de facettes. Aujourd'hui, t'es parti. Devant le miroir, je crie. Je n'ai plus qu'une seule tête, une seule tête. Je crois bien que ton regard sur moi j'aimais. J'avais pris, oui, l'habitude d'avoir 2 vies à la fois, être un peu elle, un peu moi. J'avais pris
l'habitude lui ressemble et me taire. Voir dévier la rivière de tout ton désir pour elle, être un peu elle, un peu moins, un songe, un mensonge à la fois, être un peu elle, un peu moins, un songe à la fois. La bascule. La femme s'accroupit pour regarder des vinyles alignés dans des cartons. On aurait dû venir ce matin, il est trop tard pour faire de bonnes affaires. Le mari se faufile entre un buffet en formica et une banquette à restaurer. « Viens voir. » Sa femme le rejoint, pressée de savoir ce qu'il a déniché. « Qu'est-ce que tu en penses ? Ça irait bien dans la chambre du bébé. » Avec sa main, il donne du mouvement à un petit cheval à bascule. Il est en parfait état, je rêvais d'en avoir un quand j'étais enfant. La femme est émue. Ce jouet qui danse suggère un geste bien plus grand, l'élan de son mari vers elle, un galop sans retenue vers cet enfant, l'entrain qu'elle attendait. L'animal se jette en avant, elle aussi, contre la bouche de son mari. Elle l'embrasse, ferme les yeux. Le souvenir du type disparaît dans le feu qui se ravive. Son ombre brûle. Tout reprend sa place. Il ne manque qu'un petit cavalier pour les combler. Le mari va payer, peu importe le prix, il est content de sa trouvaille. Tu as vu la précision des yeux et des oreilles ? Sa femme remarque aussi la finesse avec laquelle a été sculptée la crinière. Il est magnifique. Merci, notre bébé va l'adorer. La femme bascule contre son mari. Contrairement au cheval, elle ne repart pas en arrière. Elle reste emmitouflée dans ses bras comme dans un manteau. Je te regarde, tu sais, même si je ne sais pas te peindre. Avec son index, il suit la ligne de son visage, la dessine d'une caresse. Ça lui donne l'impression de réapparaître. J'ai envie de faire la fête. Et si on restait un peu ? J'ai vu sur les affiches qu'il y avait un bal en début de soirée. Ils mettent le petit cheval dans le coffre et commandent des falafels au food truck en attendant que la musique commence. Sur la place du village, l'accordéon et les violons font tournoyer les corps. On s'invite à danser, on se touche et on rit sans se connaître. La femme propose de mener. Elle connaît mieux les pas, son mari se laisse guider. Et 1, et 2, et 3. Leurs mouvements se coordonnent. Ils se déplacent sans se gêner, dans un même désir. La musique et la vie pulsent. Les couples se défont pour faire une grande ronde. Les danseurs avancent vers le centre en sautillant, puis reculent avant que le hasard leur présente un nouveau cavalier. La femme tourbillonne et passe de bras en bras. Un bel adolescent, une dame qui pourrait être sa mère, un homme plus petit qu'elle. Ça sent le parfum, la cigarette froide, la transpiration. Ça sent la convivialité, le besoin de tendresse, la poésie. Sur la piste, ils ne sont qu'un grand tout, unis par l'envie de vivre et d'être ensemble. Les corps n'ont plus de frontières, plus de limites. Ils débordent les uns sur les autres. Les énergies circulent, se transvasent. Les peines s'additionnent pour s'annuler. La musique les invite à une farandole. La femme reconnaît sans avoir besoin de se retourner les mains de son mari qui se posent sur sa taille. C'est la première fois qu'elle le sent aussi proche, qu'elle a autant d'espoir. C'est l'histoire d'un trouble, d'un dédoublement d'une projection. C'est l'histoire du rouge et du violet. C'est l'histoire des feuilles mortes et des amours qui ne veulent pas mourir.
qu'un trompe-l'œil. Tu me trompes. Tu n'es qu'un trompe-cœur. Avec lui, je te trompe. Oui, je te trompe. Ou plutôt, je le trompe. Ou peut-être que je me trompe. À vrai dire, je ne sais plus très bien. La femme remet sa culotte, vérifie ses plis. Elle s'inquiète des tiques. Elle surélève un peu son bassin, pense aux petits fruits qu'il lui a peut-être laissés. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Un bébé en juillet, c'est pas l'idéal, mais peu importe. Elle pense à son mari. Si jamais elle était enceinte, est-ce qu'elle oserait lui dire? Est-ce qu'il se vexerait? Après tout, il passe son temps à sublimer les fruits des autres, à dire qu'il ne veut rien semer lui-même. Ses lèvres se referment. Ce sera son secret. Merci beaucoup. Merci. Merci à la Maison de la Poésie de m'accueillir. C'est la 3e fois que je viens, donc voilà, ça commence à être plus familier pour moi de faire ça, mais c'est toujours une joie d'inventer un petit format pour partager un texte. Donc c'était ce que vous avez entendu, c'est des extraits de Petits fruits, ce livre-là, qui est sorti en janvier chez Gallimard. Et j'ai eu l'immense joie d'être accompagnée de Thomas, qui a travaillé avec moi à mettre en musique certains de mes textes. Sur les vidéos, c'est des textes que j'ai écrits et que Thomas chante. Et puis il y a des petits moments où c'est lui qui vient hanter le texte. Donc c'était une grande joie de pouvoir faire ça avec toi. Et si vous ne connaissez pas sa musique, allez écouter Cabane et découvrez ce qu'il fait. Que dire de plus? Quand même remercier aussi Augustin, mon copain, qui est dans le film, Tony, un ami qui n'est pas là mais qui est dans le film, et qui m'ont aidé à fabriquer ces petites vidéos avec mon téléphone portable de bric et de broc à la maison. Et merci aussi à mes éditeurs et aussi à mes amis qui m'ont soutenue au quotidien, à qui j'ai montré les choses pas à pas et qui m'ont aidé à pas abandonner. Donc merci à Arthur notamment, qui doit être quelque part dans la salle, et puis aussi à Théo. Voilà. Merci beaucoup.